Je m'appelle Annette Félix, je suis historienne, mais aussi artiste. La première fois où j'ai rencontré Jean-Pierre, c'était à Il est une fois, la boutique à rêves de Kat. Kat avait organisé, c'était en juillet je crois, en tout cas c'était en plein été, il faisait très chaud, très chaud, extrêmement chaud, et elle avait organisé comme ça une énorme table, des tables juxtaposées sur tout le trottoir qui va des bains de Bruxelles jusqu'à sa boutique à elle. Il y avait une ambiance, mais du tonnerre, on est resté tard dans la nuit, et en face de moi il y avait un vieux monsieur avec évidemment quelque chose sur la tête et plusieurs cravates. Il avait un filet de voix. Ce qui m'a fasciné tout de suite, c'est son regard. Un regard bleu, clair, limpide, mais surtout un regard d'enfant. Mais qui à certains moments, tout à coup, se mettait à... Il devenait malicieux. Il avait dit une petite blague, il avait fait une petite remarque humoristique, toujours gentille, toujours. Et puis ses yeux s'illuminaient tout d'un coup, tout son visage, il avait un sourire merveilleux. J'ai acheté chez Kat la canne qui me paraissait la plus représentative de Jean-Pierre. C'était une canne avec rien que des chaussures de femme. Une chaussure par paire, évidemment, avec de très hauts talons. Et il y en avait une au milieu. Moi, j'adore le rouge, c'est ma couleur. Et il y avait une chaussure comme ça. Et je me suis dit, non, ça c'est Jean-Pierre, son amour des femmes, son amour de la couleur. Voilà, j'avais un nounours. Je n'ai su qu'après qu'il en avait donné à toutes les femmes, ou presque. J'ai voulu mettre celui-là dans son cercueil. Quand il ramassait des bouquins au vieux marché, qu'est-ce qu'il faisait? Il les donnait, il les distribuait aux gens qu'il aimait, qu'il rencontrait, à d'autres aussi. C'est lui qui a inventé la boîte à livres. Parce que depuis combien d'années il faisait ça? Il sortait de son caddie, il allait par exemple rue du Chevreuil, quand tu descends, il déposait des livres là, et puis sur les appuis de fenêtre, en disant « Voilà, qui sait, ça fera peut-être le bonheur de quelqu'un. » Tu sais ce qu'il faisait avec son caddie? Il allait tous les matins à 7h30 au vieux marché, il faisait le tour, tout le monde le connaissait, ce qu'il repérait et qu'il trouvait chouette, hop, on lui donnait. Il repartait avec son caddie et il piquait des choses un peu partout pour faire des créations, hein, des cannes notamment, évidemment, mais pas seulement, il faisait d'autres choses aussi. Sa chambre, on l'a vu à Sainte-Gertrude après, elle était tout le temps full de ce qu'il a rapporté. Le 3 janvier, je crois que c'est 2016, et encore j'en suis pas sûre, Kat, hein, la fameuse Catherine Dumont, Cathy, que moi j'appelle Kat, nous avait invités pour fêter l'an 9. Je ne sais plus qui est arrivé en premier lieu, je crois que c'est moi, je pense. Mais bon. Mais ce que je sais, c'est que j'ai rencontré là un Jean-Pierre que je n'avais jamais vu, c'est-à-dire intimidé. Et puis, bon, petit à petit, il commençait à se dégeler un peu. Et puis tout d'un coup, il s'est levé, très vite, hein, il s'est précipité vers son caddie. Et puis, il est revenu, il a plongé sur moi, il a pris ma main, il m'a enfilé une bague au doigt et m'a dit « Annette, je t'épouse. » Ah, ma tête. Une bague dorée avec une petite pierre transparente, verte. Je l'ai toujours. Le chaton est tombé, je l'ai recollé. Et puis, il s'est retourné aussi vite, là, fouillé dans son caddie. On a entendu un vague bruit de froissement de quelque chose. Et puis, il s'est retourné en cachant ses deux mains derrière le dos. Il est arrivé très vite près de nous et d'un grand geste, à la fois théâtral et en même temps avec son fameux sourire gentil, un petit peu taquin, espiègle. Il nous a mis brusquement à chacune dans les mains un grand sachet en cellophane rempli de ce genre de bagues avec des pierres de toutes les couleurs, en disant « Et ça, c'est pour vos fiancés. » Ça, c'était Jean-Pierre. Il aimait les femmes, il leur déclarait sa flamme enfin bon, bref, il y en a d'innombrables. Des déclarations sur ces petits papiers, hein, comme il avait qu'un filet de voix, parce que comme il disait « J'ai eu un cancer, donc je ne sais plus parler, mais... » Et alors il te racontait quelque chose, et puis, hop, il sortait vite, whoop, de son caddie, qu'il avait toujours avec lui.
un petit papier qui te montrait aussitôt, et c'était souvent de l'humour à la Jean-Pierre. C'est-à-dire, évidemment, nous le disions avec fierté, avec Kat, c'est le dernier surréaliste belge encore vivant. Je m'appelle Claude Neuret, je travaille dans les Marolles depuis, je dirais, 25 ans. Il y a 25 ans, j'habitais rue Haute. Je tenais un magasin qui se trouvait un petit peu à côté du magasin de Jean-Pierre, de la librairie de Jean-Pierre, qui se trouvait sur le coin de la rue, juste à 50 mètres du mien. On était en plein dans l'affaire du trou, du coup, un sujet assez sensible au niveau des enfants et tout ça. Et tous les jours, Jean-Pierre sortait une poubelle dans laquelle il y avait, bon, on supposait qu'il y avait un petit enfant parce qu'il y avait des mains qui essayaient de sortir, qui s'agrippaient au couvercle et qui essayaient de sortir et qui n'arrivaient pas à sortir parce qu'il avait noué autour de cette poubelle comment dire, un gros fil de fer qui empêchait à cet enfant de sortir de la poubelle. Et tous les matins, il la sortait, tous les soirs, il la rentrait. Et donc, à un moment, j'ai pris cette poubelle en photo. Je lui ai dit, tiens, c'est quand même un peu. Enfin, il est venu me voir, il m'a demandé, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, écoute, c'est quand même un peu bizarre de sortir une poubelle comme ça par les temps qui courent. Et il m'a dit, elle te plaît bien ma poubelle apparemment? J'ai dit oui, elle me plaît bien. Et donc il a rentré sa poubelle. Et le lendemain matin, je sais plus si c'était à 7 heures, à 8 heures du matin, il sonnait chez moi et il m'apportait sa poubelle. Voilà. Et donc j'ai gardé cette poubelle très longtemps dans mon garage qui était assez glauque. Il sortait des bouquins, donc il y avait un truc qui était amusant, ce qu'il avait mis, il avait des caisses de livres qui étaient placées dans la rue, là juste devant sa vitrine. Et il avait mis une grande affiche en disant ne vole pas, Dieu te voit. Donc c'était déjà un peu amusant. Euh, et sinon, la librairie, c'était un peu le bordel, quoi. À un moment, il avait quand même deux, trois chiens. Je me rappelle que parfois, j'arrivais dans le quartier. Enfin, j'ai des images comme ça de voir Jean-Pierre. Quand il promenait ses chiens, il promenait pas ses chiens, c'était ses chiens qui le promenaient. Donc en fait, il y avait les chiens partaient dans toutes les directions et c'était les chiens qui tiraient le plus fort qui le faisaient avancer dans une direction. Mais c'était hallucinant à voir Jean-Pierre avec ses chiens. Ça pouvait être au milieu de la rue, sur le trottoir. C'était dingue. J'ai une photo chez moi que j'ai retrouvée il y a quelques temps, mais j'arrive plus à mettre la main dessus. Et c'est Jean-Pierre qui passe devant mon magasin. Il était en trottinette, quoi. Et il avait des bottes jusqu'aux genoux, des bottes de moto jusqu'aux genoux, un grand sourire et en train de faire hello. Et il passait juste devant. Je me suis dit, je vais le prendre en photo. Ouais, c'est magnifique, quoi. Je crois que c'était quelqu'un, quand on le voyait passer, il attirait l'attention, bon, de par son côté un peu particulier au niveau vestimentaire. Mais je pense que c'était quand même quelqu'un de cultivé et avec qui on pouvait avoir une discussion vraiment intéressante. Et puis, il y a un truc qu'il avait que moi j'adorais, c'était le second degré. Je peux parler des bagues aussi, puisque c'est quand même ici qu'il venait les chercher. Euh, donc en général, il y avait sûrement quelques bagues qui partaient par semaine, puisqu'il passait plus ou moins tous les jours et qu'il les offrait à toutes les prétendantes qu'il avait dans le quartier. Et il avait beaucoup de, bon, il était très amoureux des femmes, donc dès qu'il rencontrait une femme, il lui offrait une bague, je pense. Et donc du coup, il revenait chez moi pour se réapprovisionner. À un moment, il s'est dit qu'il allait se lancer dans un commerce de bagues, donc je crois qu'il m'a pris une centaine de bagues. Mais 2 jours après, il avait oublié qu'il les avait prises, donc je ne sais plus on n'a jamais pu faire le deal et donc les bagues ont disparu. C'était Jean-Pierre, bon, ça faisait partie du personnage et bon, c'est pas grave, c'était comme ça. C'était belle, c'est calme. Il y avait des toutes simples, il y en avait des hyper compliquées. Il y avait des toutes petites, il y en avait des toutes grandes. Moi j'en ai une, je crois c'était juste une barre style tringle de rideau. Il avait accroché un fil et il avait mis un fer à repasser au bout, quoi. Donc plus simple, c'est pas possible, quoi. Une canne avec un fer à repasser, ça c'était vraiment pas évident. Et puis il y en avait d'autres qui étaient super jolies. Et souvent il les donnait, et en fait quand il arrivait un peu au bout de la canne, quand elle était terminée et qu'il savait plus accrocher beaucoup de choses,
et qu'il avait difficile un peu à les porter parfois. Alors il rencontrait quelqu'un qui sympathisait et puis il lui disait bah tiens prends ma canne. C'était comme ça qu'il les offrait, hein. Donc il suffisait de passer à côté de Jean-Pierre au moment où il avait une canne prête pour que tu partes avec. Euh, et c'est pour ça que c'était vraiment chouette, quoi. Il y a plein de gens dont il a fait la connaissance pendant 2-3 minutes se retrouver avec une canne de Jean-Pierre et cette canne, enfin, il y a plein de cannes qui sont éparpillées un peu partout. Xavier, Xav, voilà, tout simplement. Un jour, on était au coin de la rue Haute et rue des Renards, Wills Renard. À l'époque, c'était Thierry et Chantal, les patrons. Moi, je revenais d'un stage de yoga en Ukraine. Il y a Jean-Pierre qui arrive, puis on commence à discuter. Puis à un moment, on parle de yoga. Puis tous les deux, dans le bar, on commence à faire des positions de yoga. Ouais, pas mal, le Jean-Pierre, très fort. Et à un moment, il pose ses mains par terre et il fait la pose du scorpion. Ça veut dire c'est les mains posées par terre et le corps donc la tête vers le bas et le corps avec les pieds qui reviennent au-dessus de la tête. Et là j'étais sur mon cul. J'ai jamais su la faire. Et lui qui avait déjà je sais pas quel âge à l'époque, ça remonte à il y a une quinzaine d'années ça, 2004-2005. Bah lui il faisait la pose du scorpion. Alors la première fois que je l'ai rencontré, j'étais étudiant à l'ACA. Aux Beaux-Arts, ici, à Bruxelles. J'avais besoin de toute une série de livres. Et à l'époque, il habitait coin de la rue Haute et rue de la Rasière avec sa femme. Et il tenait une librairie. Et je suis arrivé, ah voilà, bah, t'as pas ce bouquin-là, à sa femme. Non, j'ai pas, mais tu reviens dans une semaine, j'aurai tout. Et puis c'est comme ça que j'ai rencontré Jean-Pierre. Ça, c'était dans les années 90. Sa librairie, c'était un foutoir avec des amoncellements de choses. Il faisait beaucoup de pièces avec des morceaux de mannequins, etc. Pas encore des cannes à l'époque. J'ai pas le souvenir de cannes, mais beaucoup de choses en tout genre. Avec plein de petits mots. Ne vole pas, Dieu te regarde. Plein de petits trucs assez drôles. Un personnage très fantaisiste, très cultivé et très intelligent. Et qui, enfin, je peux pas dire peur de rien, mais en tout cas, au niveau de l'image qu'il donnait de lui, peur de rien. Tout va bien, sauf ce qui ne va pas. C'était un peu un leitmotiv chez lui. Il y avait un petit papier sur la vitrine de la librairie. Vitrine, je le mets entre guillemets, parce qu'il y avait plein de morceaux de verre recollés, parce qu'elle était fendue, vitre cassée. Et il y avait un petit papier qui disait « Boire, c'est dangereux. Fumer, c'est dangereux. Conduire, c'est dangereux. En fait, c'est la vie qui est dangereuse. » Pareil, il y a très longtemps, il faisait une petite feuille de chou qui distribuait contre 50 centimes, enfin 5 francs belges ou 10 francs belges, et qui était une feuille d'horoscope mensuel. Et ils vendaient ça pour 10 francs ou 20 francs sur le marché. C'était assez drôle aussi. Assez cocasse. J'ai acheté pas mal de trucs à Jean-Pierre, mais des petits trucs, tu vois, à 20 francs belges, à 1 euro. Jean-Pierre était un moment abonné dans mon restaurant. Il avait le droit à son verre de rouge par jour. Enfin, il avait le droit ailleurs aussi, hein, donc en fin de journée, il y en avait quelques-uns des verres de rouge. Il y avait les clients habitués du quartier qui, eux, normal, salut Jean-Pierre. Puis il y avait des gens, qui regardait d'un air assez perplexe. C'est quoi ce personnage avec une canne, avec des cartons, avec un chapeau, des grosses bagues avec une fleur, du vernis à ongles sur les ongles, enfin une montre sans cadran. Ça c'était pas mal quoi. On se voyait tous les jours donc ouais c'était un pote, c'était un drôle de personnage. On avait des discussions qui semblaient avoir ni queue ni tête et qui finalement elles avaient une queue et une tête. On parlait de tout et de rien, de la pluie, du beau temps, mais on pouvait parler de Heidegger aussi, ou de Pascal, ou Pascal le philosophe. Je crois que c'est une image d'ensemble qui reste. C'est plus que des détails. C'est un monde qui reste. Mais je crois qu'il avait un sérieux quand... Je sais pas, quand on voit les cannes, quand on voit les pièces, il y avait un sérieux, il y avait une continuité dedans, il y avait une logique qui était la sienne propre. Moi, j'en ai acheté une
Il m'en a donné une. Et à la fin de sa vie, il en avait abandonné une au restaurant qui était à peine commencée. Ça lui permettait de vivre et de continuer à vivre et à aller boire ce verre, à faire ce qu'il voulait faire. Donc, c'est pour ça que j'en avais acheté une. D'un côté, il y avait ce rapport à l'argent, et d'un autre côté, à chaque fois qu'il venait, il ramenait un truc. C'était un carton avec écrit quelque chose, une petite affichette, ceci vaut autant. J'ai jamais compris son rapport à l'argent, vu qu'il donnait les choses, plus souvent qu'il en vendait. Ça, j'ai pas compris. Mais il avait toujours des trucs, des machins, des petits brols. C'était assez amusant. Bayens Yvette, j'ai commencé rue Blas l'Espérance en 65 janvier. J'ai vu changer la rue grandement, jusque j'ai rencontré Jean-Pierre Rossen qui est venu demander des petits échantillons pour faire des cannes. Il aimait les roses fuchsia, des couleurs vives. Après, il est venu demander des autres choses. On est venu des amis pendant quand même plusieurs années. Je ne sais pas juste, mais quand même une petite dizaine d'années. Donc, il était toujours jovial de venir chez nous à l'Espérance. Je lui portais des fleurs à la fin de l'année pour son Noël. Il m'apportait des objets qu'il faisait lui-même. Il écrivait un petit mot à sa façon pour moi. J'ai beaucoup de souvenirs de lui et il me manque beaucoup. Je m'appelle Gwen et j'habite dans les Marolles. Quand je l'ai rencontré, il était au home des Bonnes Sœurs, au home Saint-Joseph, rue Haute. Et je me rappelle une période où il est tombé, il s'est cassé la jambe. Et donc je le voyais plus dans le quartier, donc je m'inquiétais. Donc je commençais à aller le voir au home. En fait, les Bonnes Sœurs, il était dans une chaise roulante, mais les Bonnes Sœurs voulaient pas qu'il sorte en rue avec la chaise roulante. Donc il était obligé de rester à l'intérieur. Et j'allais le voir plusieurs fois par semaine. Et il était en conflit permanent avec les Bonnes Sœurs. Alors notamment sur le brol qu'il entassait dans sa chambre. Donc les Bonnes Sœurs parfois l'empêchaient de rentrer avec son caddie rempli, ou faisaient le ménage dans sa chambre quand il n'était pas là, et donc jetaient des tas de choses qui pour lui étaient importantes. Alors, il y avait notamment un conflit sur le fait qu'il entassait des rouleaux de papier toilette, beaucoup de rouleaux de papier toilette, avec lesquels il faisait des espèces d'œuvres d'art qui consistaient à savoir combien de cartons de rouleaux de papier toilette on pouvait compresser et mettre dans un rouleau de papier toilette. C'était 11, si je me rappelle bien. Mais évidemment, pour les Bonnes Sœurs, c'est un truc qui leur échappait complètement, quoi. Et manifestement, si j'en crois les Bonnes Sœurs, pour prendre ces cartons de papier toilette, ils jetaient tout le papier toilette dans la toilette. Et donc, ils bouchaient les toilettes. Normalement, ils recevaient 100 € par mois d'argent de poche, les Bonnes Sœurs. Enfin, c'était sa pension, mais qui passait aux Bonnes Sœurs, et les Bonnes Sœurs lui redonnaient 100 € d'argent de poche. Je me rappelle un jour où il était super furieux parce qu'il recevait plus son argent de poche. Donc, je vais essayer de négocier avec la Bonne Sœur qui était en charge de Jean-Pierre, comprendre pourquoi on lui donne pas son argent de poche. Et elle me dit, c'est parce qu'il a bouché les toilettes et on lui fait payer la réparation. Alors moi, j'ai commencé un peu à dire, ouais, mais quoi, vous avez une facture? Est-ce que vous êtes sûr que c'est bien lui? À demander aussi, puisqu'on l'interdisait de sortir à certaines heures, est-ce qu'il y a un règlement d'ordre intérieur? Je veux dire, moi, je veux bien lire le règlement d'ordre intérieur et essayer de faire comprendre certaines règles à Jean-Pierre pour que ça se passe mieux. J'ai un peu essayé de faire cette interface-là. Et là, la Bonne Sœur est sortie de ses gonds. Elle m'a prise par la main, elle m'a dit « Venez voir ». Et elle m'amène dans une pièce, et Jean-Pierre était là, juste derrière. Elle m'amène dans une pièce qui est une sorte de petit salon-bibliothèque dans le haut. Elle me montre une horloge sur le mur, elle dit « Regardez ça !» Une horloge ronde. Elle enlève l'horloge du mur, et derrière, Jean-Pierre avait dessiné une horloge avec un petit mot écrit. Et évidemment, c'était très drôle de voir cette horloge dessinée au mur. La Bonne Sœur, pour elle, c'était juste un truc complètement intolérable et incompréhensible.
Et au moment où elle me montre ça, évidemment, moi je me rendais compte de cet écart abyssal entre les deux. Moi, ça me faisait rire. Et puis Jean-Pierre était à côté comme ça, il riait vraiment comme un petit enfant qui avait fait une bêtise et qui était très fier de sa bêtise. Alors à un moment, Jean-Pierre avait été viré du home où il était. Il a été placé, il s'était retrouvé dans un home à Pacheco, dans le centre-ville, mais loin des Marolles, quoi. Et donc on avait réussi à faire en sorte que le home Sainte-Gertrude, dans les Marolles, accepte de l'accueillir, mais ils étaient vraiment pas chauds au début. Donc il a fallu vraiment beaucoup de persuasion, d'aller-retour, etc. Et ils étaient pas chauds parce qu'ils connaissaient la réputation du personnage et sa capacité à accumuler les objets. Et donc, à un moment, on finit par obtenir un accord de principe. Il fallait donc organiser une visite, première fois amener Jean-Pierre au home Sainte-Gertrude. Et alors, on l'organise. Et nous, on essaye de faire un travail psychologique, de dire, écoute, il va falloir... la condition, ce sera de ne pas trop accumuler. On viendra t'aider à ranger. Il ne faudra pas trop accumuler. Bon, ça, c'est leur problème. Il faut que tu montres de la bonne volonté à ce niveau-là, etc. On arrive rue Blas. La personne qui conduit la voiture nous dépose. Donc Jean-Pierre et moi, on sort de la voiture, direction du home. Jean-Pierre était plus venu dans les Marolles depuis plusieurs semaines. Et donc là, tout d'un coup, il est pris. Il est comme possédé par le fait de revoir le quartier. Et donc impossible de l'amener au home. Il commence à passer devant tous les magasins où il avait l'habitude de passer. Il toque aux vitrines, il dit bonjour aux gens, etc. Et moi, j'étais tout d'un coup incapable de l'emmener au home. Et il rentre à l'Espérance, qui est un magasin de tissus, de rideaux, où il avait l'habitude de passer, etc. Je l'attends devant l'Espérance, etc. Et il ressort de l'Espérance avec 2 sacs pleins de gros échantillons de tissu, quoi. Et donc, on est arrivé au home où on avait passé des réunions entières à dire qu'on allait le cadrer, qu'il n'amènerait pas plein de branles. On amène juste pour cette première visite. Et déjà, c'était un caddie et des sacs pleins de tissus, etc. Donc voilà, c'était pour dire que ce truc-là, c'était plus fort que lui, quoi. Je suis Sylvain, j'ai habité dans les Marolles pendant quelques années. Je tenais la bouquinerie sur la place du jeu de balle L'Imaginaire. Moi, je suis Marie, j'habitais à ce moment-là avec Sylvain au-dessus de la bouquinerie L'Imaginaire. J'étais assise à la terrasse d'un café avec une amie. Et donc, on voit un monsieur assez fin, mais habillé, lourdement habillé, de plein de broles, de toutes les couleurs, venir au loin. Et il passait de table en table sur différentes terrasses en fait, de café. On se disait, mais qu'est-ce qu'il fait on ne savait pas trop ce qu'il était en train de faire. Mais il m'a paru tout de suite sympathique, il rigolait, on le voyait rire au loin, on le voyait aller très avenant. Et moi, je me disais, est-ce qu'il va venir jusqu'à nous, puisqu'il parlait avec tout le monde. Et ouais, j'étais assez enthousiaste à cette idée. Et en fait, c'est au fur et à mesure qu'il s'avançait, et là, on a commencé à entendre sa voix. Et j'avoue que j'ai eu un peu peur, en fait. Enfin, j'étais sur une réserve. Et puis il n'est pas venu vers nous. Et j'en étais un petit peu triste, mais j'ai eu l'occasion par après de vraiment le rencontrer. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'était à l'Imaginaire, la bouquinerie. Donc je l'ai lu rapidement la première semaine, je crois, mais déjà, après une semaine, j'avais vu passer un bon paquet de gens un peu tordus, un peu bizarres, et du coup, quand je l'ai vu débarquer, je me suis dit, encore un. J'ai pas su apprécier pleinement de bonhomme au premier abord. C'est juste par après, parce qu'il venait quand même très très régulièrement à la bouquinerie, que j'ai découvert un petit peu les multiples facettes du personnage. Qu'est-ce qui le distinguait des autres? Déjà sa pugnacité, sa redondance, sa récurrence. Mais plus sérieusement, au-delà de ça, c'était un mec super drôle en premier lieu. Moi, c'est ce qui me plaisait davantage chez lui. C'est pas souvent les gens comme ça qui cherchent toujours à se marrer, à rire et à faire rire surtout. Et ça, c'était ce qui me plaisait en premier lieu. Et au-delà de ça, une sacrée érudition, un sacré intérêt, une curiosité pour les
les gens et pour les choses. C'est ça qui le singularisait, je trouve. Le truc qui me vient en tête, c'est pas quelque chose de personnel, mais en premier lieu, je repense au canard en plastoc vert qui faisait poète d'une manière assez sonore. Et je repense au nombre de fois où il a poêté allègrement les consommateurs du Vol-Brol à côté de la bouquinerie, et ça me fait assez rire. Quand je t'entends parler, je pense à sa bague. Enfin, il avait une bague en plastique aussi. Et je me rappelle qu'on était en train de boire un verre à la terrasse d'un café. Et là, il y a une jeune étudiante avec son appareil photo qui arrive et qui lui demande s'il veut bien qu'elle le prenne en photo. Et là, il lui a répondu oui. Et là, elle a eu peur. Mais elle s'est reprise tout de suite et vite elle a sorti son appareil photo et alors elle lui disait oui, tu mets ta main, vous voyez, vous mettez votre main comme ça. Et lui il s'exécutait, puis on continuait à parler ensemble en riant. Et à la fin elle fait ah, c'est bon, j'ai fini. Et puis elle commence à dire au revoir et là il lui dit hey! Et il lui fait signe de lui donner un petit quelque chose, quoi, une petite pièce. Et ça m'a vraiment fait rire sur le coup, mais aussi réfléchir justement à cette notion de rémunération pour la photographie, la personne qu'on a en face de soi. Et je me disais, bah ouais, en fait, pourquoi pas. Enfin, j'imagine que tous les jours, on lui demande d'être photographié. Moi, je pense qu'il m'a fait remettre en question pas mal de choses. Et que ça l'amusait en fait. J'ai l'impression qu'il s'amusait à remettre en question les choses. D'ailleurs, pourquoi pas s'habiller comme ça? Pourquoi pas s'habiller avec des choses récupérées sur la place du jeu de balle? Est-ce que j'oserais faire ça? Non, j'oserais pas faire ça parce que j'ai peur du regard de l'autre. J'arriverais pas à assumer les rires autour de moi. Lui, il en avait rien à foutre et c'était vraiment quelque chose qui l'amusait parce qu'il était en train de déclencher quelque chose chez les gens. Donc je trouve que Jean-Pierre, si je devais le résumer en un mot, c'est vraiment un déclencheur d'idées, de remise en question. Une œuvre, quoi. Et qui parle et qui peut interagir avec toi, c'est encore mieux que les smartphones ou les choses que tu vois dans les musées où tu peux appuyer sur une touche et qui te répondent de manière très automatique. Lui, non, ce sera vraiment très personnalisé et en plus drôle. Du coup, c'est rigolo parce qu'effectivement, Jean-Pierre, c'était un peu une œuvre vivante dans l'espace social. Donc, lui rendre hommage a posteriori, c'est moins évident parce que tu vas pas le croiser dans la rue dorénavant. Il ne nous en reste que ce qu'il a produit, ce qu'il a bricolé, fabriqué. Mais oui, c'est un personnage au sens super riche du terme. C'est que dans un environnement où tout le monde se ressemble un petit peu et tout coule un petit peu de source selon une logique un train-train, et ben l'art, la magie dans tout ça, c'était de voir débarquer ce mec et de le voir chambouler un petit peu ce fonctionnement établi et offrir, être être une source de bonheur comme ça, quoi, une sorte de trublion qui chamboule les choses, et ça en soi c'est bien plus important à mon sens que ce qu'il a pu produire en termes de canne ou autre chose, quoi. C'était vraiment un personnage, quoi.